Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. On est très content de vous accueillir chaque semaine, d'autant plus que maintenant le gym gagne, le gym est performant, le gym est séduisant, c'est d'autant plus plaisant de faire ces émissions, on espère pour vous de les écouter. Loin de nous la thérapie, on va en profiter encore quelques jours jusqu'à la prochaine rencontre, mais là vraiment je pense que s'il y a un supporter de l'OGC Nice malheureux de son équipe aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Le gym a l'emporté sur le terrain de l'ex-dauphin, le RC Lens au stade Bollaert, l'OGC Nice du coup qui s'empare d'une très belle 8e place, il se repositionne même peut-être dans la course à l'Europe, on va en parler tout de suite, mais surtout l'OGC Nice qui a séduit, et ça messieurs, ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas. Un peu de sourire, un peu de bonheur pour les supporters niçois qui n'ont pas beaucoup eu l'occasion d'en ressentir cette saison. Messieurs, je vous accueille avec grand plaisir. Tout d'abord, il y a le totémique, l'habituel, le titulaire Alric. Salut Alric, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien, on enchaîne les victoires et c'est toujours un plaisir d'en parler les lendemains de match. Ouais, c'est mieux quand même, hein. Bon, on fait le boulot même les lendemains de défaite, mais on n'a pas connu assez de victoires encore pour les bouder. Il nous fait l'amitié d'être avec nous, c'est désormais aussi un habitué de l'émission, c'est Bertigno. Salut Bertigno, comment tu vas ? Salut Sky, salut Alric et salut tout le monde. Et bah écoute, ça ne peut pas mieux aller après une belle victoire comme celle-là et après avoir une telle forme de l'OGC Nice, ça fait plaisir de débattre de ce qu'on a pu voir. Une belle victoire dans le contenu, une victoire de prestige également, vu l'adversaire et le classement. Donc bon, franchement, une belle journée, je pense, encore une fois, pour tous les supporters de l'OGC Nice. Mais avant de reparler de cette victoire à Bollaert, je vous propose, messieurs, de conclure le mercato. Alors très rapidement, parce que je pense que ça a été suivi le 31 janvier sur les réseaux sociaux. Ça a été débriefé déjà dans d'autres émissions, notamment le Club Pancho qui m'a fait l'amitié de m'accueillir hier en avant-match. Donc je vous invite à aller écouter le replay sur la chaîne YouTube de Pancho, mais bon, pour être tout à fait complet et faire notre petite analyse propre à Avanti-Nice, je vous propose de revenir là-dessus. Donc finalement, le transfert de Terem Moffi qu'on attendait de façon imminente lors de notre dernière émission, ça s'est conclu, un transfert autour des 30 millions d'euros. Alors le montage, un prépayant avec obligation d'achat au mois de juin, donc au total 25 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus selon les performances, avec des performances dont on n'a pas le détail, un pourcentage à la revente également derrière, on parle de 15% notamment. C'est une très grosse opération financière, messieurs, la plus grosse opération, la plus grosse arrivée en tout cas de l'histoire de l'OGC Nice. Alors bon, le joueur le mérite pas, on le verra sur le terrain et dès dimanche face à Marseille, mais surtout, en tout cas c'est mon avis, c'est aussi l'occasion pour Ineos de frapper un grand coup médiatique, de montrer que les ambitions pour l'OGC Nice, elles sont là sportivement. Alors Terem Moffi était jusqu'à ce mercredi deuxième meilleur buteur de Ligue 1, et financièrement 30 millions d'euros posés sur la table. C'est à la fois rassurant quant à l'implication d'Ineos et aussi on va dire alléchant pour la suite et peut-être pour le mercato d'été qui va arriver. Oui, tu montres les muscles sur ce mouvement-là. Après, on pense ce qu'on veut du prix. Je fais partie des gens qui considèrent que c'est un peu trop, 30 millions pour Terem Moffi. Maintenant, il a été payé ce prix-là. C'est une très bonne chose parce qu'on a su, entre guillemets, s'imposer comme étant le choix idéal pour lui. Très vite, il a clamé son envie de venir. À la barbe d'autres clubs que je ne citerai pas puisqu'on les affronte ce dimanche. Mais voilà, sinon c'est une très bonne chose et j'ai hâte de voir un peu la suite, de voir comment il va s'intégrer dans l'effectif des dimanches. Ouais, tout pareil, hein. Pour moi, c'est une bonne recrue. On avait besoin de ce profil-là devant. Et ça fait un bon moment que sur un mercato d'hiver, on n'était pas allé chercher un joueur en pleine forme, un joueur majeur de son équipe. Et ça aussi, ça montre les ambitions que Ineos a, donc d'aller chercher des renforts de poids en pleine saison pour se donner les moyens de faire mieux sportivement sur la fin de saison et les saisons à venir. Terem Moffi qui va débuter au Vélodrome, du coup sur le terrain qu'il aurait pu fouler en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, mais il a préféré apparemment l'OGC Nice. On espère que ça va permettre à Nice de finir la saison en boulet de canon. Mais avant de parler de la suite de la saison et notamment de ce match face à Lens hier soir, parce qu'on enregistre ce jeudi soir, sur le mercato, un dernier mot. Au final, pas de latéral gauche, c'est peut-être, je pense, unanimement le plus gros regret. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez de l'absence de recrues dans ce
dans ce secteur-là du jeu. Il y avait également la possibilité de faire venir un milieu offensif ou un attaquant en prêt, notamment. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. On ne va pas revenir sur chaque dossier en particulier. Est-ce que pour vous, ce mercato d'hiver, finalement, vous l'estimez réussi? Est-ce qu'il vous laisse un goût d'inachevé? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un gros regret, voire un scandale de ne pas avoir recruté de latéral gauche ou de joueurs supplémentaires? Qu'est-ce que, voilà, sans vous demander forcément de mettre une note, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce premier mercato de Florent Ghisolfi? Vas-y, Bertine. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon mercato dans le sens où on fait déjà partir certains indésirables et certains joueurs sur qui on ne comptait plus. Donc ça, c'était le premier point important. Et derrière, on fait Youssouf N'Daye Chimier et Terem Moffi. Donc c'est des renforts de poids dont on avait besoin, je pense. Et puis après, bon, il y a la question de l'arrière-gauche qui forcément revient. Je pense que le board a cherché un renfort de poids, mais qu'à cette période de l'année, c'est très compliqué à faire venir. On verra cet été. Moi, ça me dérange pas on va dire qu'il n'y ait pas de renfort aujourd'hui. Si c'était pour prendre quelqu'un juste pour faire le nombre, ça n'avait pas vraiment de valeur ajoutée et je préfère qu'on mette le paquet dessus cet été. Et puis après, oui, on aurait pu avoir un joueur d'aile supplémentaire. Ça aurait eu du sens aussi. Maintenant, voilà, on a Buonanni qui est en train d'éclore et de se montrer de plus en plus convaincant. Donc, c'est aussi une bonne chose. Ça peut laisser la place aux jeunes. Et je pense qu'on a de quoi faire quand même pour cette fin de saison. Ouais, je vais pas reprendre tout ce qu'a dit Bertino, il a tout dit. Moi, j'ai une petite pensée pour Pablo Rosario qui, au dernier jour du mercato, avait reçu une offre, enfin, l'OGC Nice avait reçu une offre de 1 million prépayant de la part de Valence, dont on a fermé directement la porte. Et quand on voit le match qu'il a pu faire hier, bah, c'est la meilleure réponse qu'il pouvait apporter. Après, oui, voilà, j'aurais aimé avoir un arrière gauche. Maintenant, on l'a pas fait parce qu'on n'avait peut-être pas l'opportunité. Par contre, il est clair que cet été, il faut que les postes où il y a des lacunes, il faut les renforcer et il n'y aura pas d'excuses. Alors, le poste de latéral gauche notamment, on se doute que, a priori, enfin sans avoir d'infos particulières, mais Joe Bryan qui est prêté sans option d'achat devrait retourner en Angleterre et ne pas prolonger l'aventure du côté de Nice. Donc on en attend au moins un. À voir l'avenir de Melvin Barr. Est-ce qu'il resterait dans un rôle de doublure ou est-ce qu'il aurait d'autres sollicitations qui lui permettraient de continuer sa carrière ailleurs? Dans ce cas-là, c'est peut-être 2 latéraux qu'il faudra recruter. Mais je pense, et on conclura notre page mercato là-dessus, on peut accepter, en tout cas, on peut déjà comprendre les raisons stratégiques qui ont mené l'OGC Nice à ne pas recruter pour recruter un latéral gauche cet hiver. Par contre, ce dossier-là ne doit pas s'éterniser. Ça doit peut-être même être le premier dossier bouclé au 1er juin ou au 1er juillet. On ne comprendrait pas qu'on soit encore à la recherche d'un latéral gauche titulaire courant du mois de juillet ou courant du mois d'août lors du prochain mercato estival. Ouais, ça fait 5 ans qu'il te manque ce poste-là depuis d'Albert. J'enlève même la parenthèse Camara parce que c'était bien au début parce qu'on n'avait plus de latéraux. Donc au premier centre réussi, on s'est dit waouh, incroyable. Mais en fait, sur la longueur, on s'est aperçu que c'était pas du même acabit. Donc il faut vraiment commencer à travailler dès maintenant sur ce poste-là pour cet été. Après, il faut aussi se poser la question de qui sera à la tête de l'effectif cet été parce que bah, en fonction de l'entraîneur que tu auras pas forcément les mêmes envies. Donc ouais, je suis très curieux de voir tout ça, mais je pense que le mercato d'hiver donne déjà de bonnes pistes sur l'intention du club. Bertigno, bon, on peut te demander des noms parce que tu as fait des trades pas mal sur les recrues potentielles, donc je pense que tu as plusieurs latéraux gauche en tête. Mais selon toi, l'OGC Nice doit se diriger plutôt vers quel profil dans ce secteur-là? Est-ce que, alors bien sûr, Alric l'a dit, hein, ça dépendra du futur entraîneur, mais est-ce qu'on doit aller opter pour un profil un peu plus offensif? Parce que ce qu'on a en réserve pour l'instant, c'était quand même relativement rugueux défensivement, mais incapable de centrer. Est-ce qu'on doit essayer peut-être de prendre un joueur d'expérience à ce poste-là pour stabiliser une défense qui risque peut-être de perdre un peu d'expérience entre le déclassement de Dante, un éventuel départ de Jean-Claire Todibo? Enfin, si tu étais directeur sportif de l'OGC Nice, quelle serait ta stratégie pour l'été prochain à ce poste-là? Ouais, non, mais déjà, au-delà de l'expérience ou non, j'aimerais bien qu'on se penche sur un profil capable d'apporter offensivement, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Après, voilà, il y a des noms comme Guerrero, comme Lucas Digne aussi, qui pourraient faire l'affaire. Ça serait de belles idées. Et ça ne me dérangerait pas non plus qu'on vise des profils plus jeunes comme Ait Nouri, dont la rumeur est arrivée cet hiver,
ou Milos Kerkez qui joue à Alkmaar aux Pays-Bas. C'est des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, très offensif. Donc avoir les possibilités, avoir aussi qu'est-ce qu'on compte faire, mettre plutôt, on va dire, un jeune joueur avec une doublure un peu plus expérimentée, ou plutôt un titulaire au poste justement d'expérience confirmée et un jeune en doublure. Voilà. Bon, les opportunités, elles seront là, et je pense que c'est la priorité, comme vous l'aviez dit. Ouais, espérons qu'on arrive à attirer un gros calibre à ce poste-là, parce que c'est comme le disait Alric, 5 ans qu'au final on bricole sans faire injure aux joueurs qui s'y sont succédés, mais aucun n'a vraiment réussi à porter satisfaction dans la longueur, alors qu'à droite, au final, entre Youssef Attal, quand il est disponible, Jordan Lotomba, dont on va forcément encore parler dans notre analyse du match, et même derrière Antoine Mendy, dont on va aussi forcément parler dans notre analyse du match, on a l'impression qu'on a quand même un peu plus de possibilités de performer. Passons du coup à cette rencontre à Lens, victoire 1-0 sur un but de Gaëtan Laborde. On n'arrête plus Gaëtan Laborde, du coup ça y est, les poteaux, c'est derrière lui. Il suffit que je dise ça pour qu'il en fracasse un au Vélodrome, mais voilà, il a un peu réglé la mire. Deux buts là en 2 matchs et 6 points rapportés par Gaëtan Laborde. Ça fait du bien à la confiance pour lui. Peut-être le souffle de l'arrivée de Terem Moffi aussi qui lui a permis de remettre le pied à l'endroit. Mais avant de parler des performances individuelles, parlons un peu du collectif. Le principal enseignement de ce match, c'est aussi que Didier Digard peut sortir de son sacro-saint 4-3-3, une défense à 3 ou à 5, ça dépend comment on regarde ça, dans un système qui n'avait été jusque-là jamais adopté par le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Un certain turnover aussi, je vais vous rappeler la composition de l'équipe dans quelques instants. Mais voilà, en tout cas, Didier Digard qui innove par le choix tactique, par le choix des hommes. Le résultat suit, donc c'est aussi quelque chose de positif. Je vais rappeler la compo et je vais vous demander votre avis, que ce soit sur le système ou sur les hommes, messieurs, dans quelques instants. Kasper Schmeichel au cage, Youssouf, Dante Todibo, Mendy et Lotomba en défense, un milieu, Ramsey, Boudaoui, Thuram, Diop, Laborde devant. Alors un 3-5-2 sur le papier, pas vraiment, je pense, et c'est l'analyse tactique de Bertigno qui va nous apporter dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà à chaud de ce choix-là, et au final, quels enseignements vous tirez de cette nouveauté apportée par le nouvel homme fort du gym? Non, le système choisi, en fait, je trouvais ça intéressant dans le sens où Didier Digard, ça fait pas longtemps qu'il est à la tête de l'OGC Nice. Et voilà, on savait que c'était un meneur d'hommes, et moi j'avais envie de voir un peu sur le plan tactique s'il était capable de s'adapter un peu aux adversaires. Et c'est vrai que là, en sortant cette composition, j'étais un petit peu dubitatif, mais voilà, il a su en fait, avec son staff, analyser un peu les forces et les faiblesses de l'adversaire, et ça a très bien marché parce que j'avais un petit peu peur que dans ce système-là, on subisse, et au final, même avec une défense à 5, on s'est retrouvé très offensif, très agressif sur le porteur. On a défendu en avançant, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'il a vraiment fait le bon choix parce qu'on a quand même réussi à isoler Fofana au milieu de terrain. Et puis, on a su profiter aussi des espaces en phase offensive. On a beaucoup trouvé la largeur avec Lotomba et Mendy en première mi-temps. Et donc, ça, c'était des points très, très positifs qui nous ont permis tout simplement de se créer des situations dangereuses. Et défensivement, la charnière, on va dire à 3 avec Todibo, Youssouf et Dante a été très solide, et au milieu de terrain, les efforts ont été faits. J'ai été très surpris par l'implication défensive de Diop et de Ramsey notamment. Très très important au premier pressing, et beaucoup d'efforts. Et au final, voilà, un bel effort collectif dans ce système-là. Ouais, ouais, tout pareil que Bertigno. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on s'est pas laissé manger par le contexte, l'ambiance et la force de cette équipe lensoise à domicile. J'ai aimé voir Didier Digard en fait partir dans une bataille tactique. C'était ça que j'attendais aussi de voir avec lui. Est-ce que c'était un entraîneur qui était entouré mais par un staff qui lui permettait de faire ça, mais aussi lui, est-ce qu'il avait suffisamment, alors pas la connaissance, mais le cran d'appliquer quelque chose de nouveau? Ça a été une partie d'échec, il l'a gagné. C'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'il a su faire en sorte que son groupe, avec son staff évidemment, il parle toujours de son staff, il a su faire en sorte que tout le groupe s'adapte. Alors ça me fait un peu mal au cœur parce que c'était quelque chose que Lucien Favre parlait beaucoup lorsqu'il était là, c'est l'adaptation au cours de match, d'un match à l'autre, dans tous les systèmes.
On l'a jamais vu chez Lucien Favre, ou très difficilement. On commence à le voir chez Didier Digard, et encore une fois, je me répète, c'est de bon augure. Voilà, donc j'ai aimé la performance de nos joueurs de manière collective. C'est un peu dur d'en citer un particulièrement. Mais ouais, c'est très bonne chose. Le point noir, c'est les blessures. J'espère qu'elles ne seront pas longues. A priori, Jean-Claire Todibo, on espère que ce n'est qu'un coup et que ça devrait aller jusqu'à... Enfin voilà, ça devrait aller pour dimanche. Hicham Boudaoui, à l'heure où on enregistre, c'est un peu plus incertain. Bon, la statistique Boudaoui sur le terrain, le gym ne perd pas, c'est encore vérifié. Hein, du coup, même si c'est délicat en 20 minutes de dire qu'il a vraiment participé à cette victoire. Mais voilà, en tout cas, c'est le talisman un peu, je pense, de l'OGC. Et on espère qu'il sera du coup sur la pelouse un temps soit peu dimanche. Mais voilà, avant de parler de dimanche, restons sur mercredi. Donc effectivement, je partage votre avis, hein, Didier Digard. Déjà, ça a été un capitaine adoré à l'OGC Nice, donc, et meneur d'hommes. On le sait, que ce soit dans les luttes pour le maintien ou les luttes pour l'Europe. Donc on était à peu près sûr que sur ce plan-là, il n'y aurait pas trop de soucis. Il a également fait partie du staff pro, notamment sous Adrian Urcea. Mais bon, là, on a vu que en fait tactiquement il avait de la ressource avec son staff, hein, comme tu le disais Alric. C'est assez intéressant. Là en plus il y avait une question de turnover dans une semaine à trois matchs, et je vous propose de commencer peut-être par les hommes qui ont tourné. Je pense notamment à la première titularisation de Youssouf et d'Antoine Mendy dans cette défense à 5. Youssouf qui nous avait fait une forte impression lors de son entrée au milieu de terrain face à Lille, là a été aligné en défense centrale. Et je pense, sans trop m'avancer, que la bonne impression s'est confirmée, voire s'est amplifiée. Ce qui me fait rigoler, c'est que lorsque j'avais écouté la présentation de Youssouf dans Avantinissa, la personne qui était avec vous, elle disait défenseur central, c'est pas son meilleur poste. Ah, punaise. Si ça, c'est pas son meilleur poste, j'ai très hâte de le voir au milieu de terrain, du coup. Alors, souviens-toi que voilà, Vano disait quand même qu'il ne voyait absolument pas dans une défense à 4. Donc là, il y a aussi le fait du changement de système qui lui permet un peu plus. Certainement. Non, très impressionnant, toujours bien placé, même s'il y avait une petite erreur, toujours prêt à mettre l'épaule ou ce qu'il fallait. Du côté d'Antoine Mendy, agréablement surpris du cran qu'il a eu, parce que, comme le disait Bertigno au début, plusieurs fois, il n'était pas latéral, mais il y est, quoi. Et c'est lui qui se crée la première occasion, pas peur de monter. Une fois, il a été débordé, j'ai eu un peu peur pour lui. C'était en début de match, il revient, tacle avec les deux jambes, nickel sur le ballon. Je me suis dit, ok, ça va être très bien. Un peu surpris de le voir sortir, mais je pense que physiquement, il était un peu cramé. Donc non, deux très bonnes choses. Alors c'est des choix, comme je l'avais dit sur Twitter hier soir, un peu contraints, j'ai l'impression, par les blessures, par le turnover, tout ça. Mais deux choix forts que j'ai hâte de revoir très vite. Ouais, pas grand-chose à rajouter, hein, si ce n'est que franchement, Youssouf, le contexte n'était pas simple, hein, quand même, pour une première titularisation face au deuxième de Ligue 1, à Bollaert, où Lens restait sur 10 victoires consécutives, il me semble. Et le début de match était assez discret de sa part, mais il est très vite monté en puissance, il s'est imposé dans les duels, avec le ballon, il était serein, et vraiment, c'est une force tranquille, donc très très impressionnant, et une très bonne nouvelle qu'il puisse s'intégrer si vite et se montrer à la hauteur. Et puis pour Mendy, c'est une très bonne chose aussi. C'est vrai que par son profil, je pensais pas que dans un système comme ça avec des pistons, il serait performant. Et en fait, il a été très performant, un énorme début de match, probablement le Niçois le plus dangereux sur ce début de match-là, avec beaucoup d'implications, beaucoup de courses vers l'avant et très sérieux défensivement. Et ça, c'est un signal fort aussi de la part de Digard, c'est qu'on a vu Buonanni contre Lille, là on voit Mendy contre Lens, et en fait on peut compter sur nos jeunes, donc ça c'est très très important pour la fin de la saison et même la suite du projet. Donc voilà, de très bonnes satisfactions, et on a hâte de les revoir et très vite. C'est bien d'avoir... Vas-y Alric, mais c'est bien d'avoir ce réservoir quand même de jeunes, et même dans un effectif rempli avec Youssouf. On a vu Viti rentrer en deuxième période, du coup tu te dis que même si tu as une blessure, le gym est plus, à la limite toujours de la rupture dès qu'il y a un titulaire qui a un pépin. Déjà, il y a ça, et puis surtout, Antoine Mendy, il est crédité d'une passe décisive. Ça veut dire que il sait se placer, il sait faire les déviations qu'il faut, se rendre disponible quand il faut. Sur l'action où il frappe, je lui en veux pas parce qu'il est jeune et il a tenté cette frappe en première mi-temps. Mais tu vois, je me dis qu'avec un
tout petit peu plus de lucidité. S'il décale Sofiane Diop, ça peut faire une occasion de but encore plus nette. Mais par exemple, voilà, sur corner, bon de la tête, bonne déviation pour trouver la board. Non, tout ça c'est bien. Et petit à petit, voilà, ce qu'on n'a pas vu avec Lucien Favre, eh bien, il faut retenir qu'avec avec Digard, on le voit par rapport aux jeunes. Et je suis très content parce que justement, je pense que l'identité jeune niçoise qui faisait notre force il y a quelques années, si elle revient par parcimonie de temps en temps, ça peut être pas mal. Ouais, effectivement, hein, je le disais tout à l'heure, à droite, tu as quand même un gros réservoir. Il y a Lotomba aussi qui avait fait de très bonnes performances depuis le début de l'année civile, qui là a été décalé à gauche, hein, voilà, histoire de faire souffler Melvin Barr qui n'est rentré qu'en fin de rencontre. Lotomba quasiment aussi à l'aise, hein, à gauche qu'à droite, encore une superbe performance de sa part. Est-ce que c'est pas ça aussi le fait qu'on ait un côté droit beaucoup plus performant que le côté gauche? Il y a une certaine émulation, il y a une concurrence qui est relativement saine pour l'instant. On n'a pas parlé de Youssef Attal qui est blessé, mais qui a peut-être aussi un peu incité Jordan Lotomba à se sortir les doigts et à monter de niveau. Maintenant que Jordan Lotomba a derrière Antoine Mendy pour le pousser aussi, qui est tout à fait capable, on l'a vu hier, d'être titularisé en Ligue 1. Est-ce que c'est pas ça qui manque à Melvin Barr, par exemple, ou à Joe Bryan, hein, d'ailleurs, pour citer l'autre latéral de gauche de l'effectif? Il y a peut-être moins de concurrence à gauche et du coup c'est compliqué de tirer le groupe vers le haut, ou est-ce que pour vous il y a juste aussi tout simplement moins de talent? Il y a moins de talent à gauche. Ouais, je pense qu'il y a quand même moins de talent à gauche, et après le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, ça force en plus les choses. Mais je pense quand même que Lotomba a quand même plus de qualité de footballeur que Melvin Barr, qui est un très bon soldat, on va dire. Dans les intentions, au duel, il se cache pas. Mais c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, c'est quand même très très limité, hein. Même sa rentrée hier, au début, il a perdu pas mal de ballons. Alors sur la fin, il est monté en puissance, il s'est bien rattrapé, quelques projections intéressantes. Quelques tampons aussi, hein, c'est encore là où il est le meilleur, très clairement. C'est vrai. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que par moment, il lui faut il y a une espèce de latence quand il est rentré sur le terrain hier, et puis dès qu'il est en phase avec son jeu défensif, il n'a pas peur d'aller au contact. Mais aussi, ce que j'ai vu et qui m'a un peu agacé, c'est que quand il faut porter le ballon vers l'avant et que Sofiane Diop, il n'a plus trop les cannes et qu'il fait la passe à Melvin Barr pour porter le ballon, au premier contact, il est par terre. Et c'est là que tu te dis, merde, mais t'es rentré il y a un quart d'heure, cours un peu. Et je sais pas trop quoi penser, mais bon, après, voilà, je peux pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas coûté de but, il n'a pas coûté tout ça. Mais voilà, il y a toujours cette latence et ça manque à gauche. Il faut quelqu'un qui puisse le pousser un peu comme l'a fait Antoine Mendy pour Jordan Lotomba. Peut-être un peu compliqué pour lui aussi, on le disait dans la dernière émission, de passer d'un système un peu plus défensif, en tout cas d'un bloc un peu plus bas avec Christophe Galtier, où là, très clairement, vu la pointe de vitesse de Melvin Barr, s'il se fait prendre dans le dos parce qu'il a décidé de porter le ballon, derrière, t'as plus personne pour... voilà, il va pas rattraper à la course comme un Jordan Lotomba, par exemple, ou un Antoine Mendy, son vis-à-vis. Mais voilà, en tout cas, encore un match très intéressant de nos latéraux, hein, ce qui était au final la principale faiblesse sous la mandature de Lucien Favre, et avec les mêmes joueurs se transforme en une de nos principales forces, hein. Donc voilà, est-ce que Didier Digard a un message, des consignes qui passent mieux auprès des latéraux et de toute façon auprès du reste du groupe que Lucien Favre? Manifestement, hein, c'est compliqué de dire le contraire, et comme tu le disais, Alric, au final, ce que Lucien Favre imaginait et essayait d'expliquer aux joueurs, c'est peut-être ça qu'on est en train de voir se matérialiser à la faveur du changement d'entraîneur. C'est un peu ironique, mais voilà. Je voudrais, si ça vous convient, sur la défense, hein, la charnière centrale, hein, toujours aussi efficace, on y reviendra peut-être plus tard si vous le souhaitez. Le milieu de terrain, du coup, la blessure très rapide de Hicham Boudaoui, qui était très bien rentré dans la rencontre, ça fait quand même râler, mais ça nous a permis de voir Pablo Rosario un peu plus longtemps que face à Lille. Une très très bonne rentrée pour le milieu défensif néerlandais qu'on avait peut-être un peu enterré, et quand je dis on, je m'inclus là-dedans, et qui était un peu aussi sur le départ, comme tu le rappelais tout à l'heure, avec des touches éventuellement, notamment du côté de l'Espagne. Mais finalement, Pablo est resté, et dans ce rôle de super sub, il a été encore une fois extrêmement précieux. C'est sûr, c'est moins efficace balle au pied que Hicham Boudaoui, mais à la fois, est-ce que son profil plus défensif ne libère pas aussi Khéphren Thuram et Aaron Ramsey d'un
certain travail ingrat à la récupération et du coup n'expliquerait pas l'excellente performance, alors on va dire la bonne performance de Khéphren Thuram et l'excellente performance de Aaron Ramsey hier soir. Ouais, je pense que Rosario, c'est vrai qu'il est rentré hier, il a mis peut-être 10 minutes à rentrer dans son match, mais ensuite ça a été très très cohérent, énormément d'abattage, des très bonnes interventions, avec le ballon très propre aussi. J'ai souvenir en deuxième mi-temps de 2-3 ressorties de balles très intéressantes. Et au final, oui, le profil est plus défensif que celui de Boudaoui, mais ça peut libérer, comme tu dis, Thuram et même Ramsey ou Diop de certaines tâches défensives, et ça, c'est important dans l'équilibre de l'effectif au milieu de terrain, parce que si tu permets de soulager tes joueurs un peu plus offensifs, automatiquement tu te retrouves avec plus de situations offensives en contre et en transition. Donc non, mais je suis content parce qu'après son début de saison un petit peu raté, là il revient bien, même dans un rôle de super sub, il s'accroche et quand on fait appel à lui, il répond présent. Donc une très bonne chose que lui aussi, dans cet effectif-là, revienne au niveau. Alric, est-ce que Pablo Rosario bénéficie du changement d'entraîneur, du changement tactique éventuellement, ou est-ce qu'au final Pablo Rosario, c'est pas le joueur que les supporters du PSV nous avaient vendu, c'est-à-dire un joueur qui est vraiment sur courant alternatif, hein, qui alterne le très bon, ce qui fait qu'il avait le brassard de capitaine, et le très mauvais, ce qui fait que vous avez très très envie de s'en débarrasser au moment où il arrive à Nice. Sous Christophe Galtier, ça avait déjà été un peu ça, hein. Il y avait eu un début de saison vraiment étincelant avec la paire Rosario-Lemina qui était inamovible, et une fin de saison où petit à petit il avait été déclassé parce que des performances moins bonnes. À quoi est-ce que tu attribues, tu vas sûrement me dire un peu des deux, hein, parce que la vérité est toujours une question de nuance, mais selon toi, c'est quoi? C'est voilà, Rosario qui a un peu remis sa tête à l'endroit, des consignes, un système tactique qui lui sied mieux? Je ne vais pas inventer la poudre, hein. Je pense que, Non, mais je veux ton avis, si tu as une sensibilité particulière. Oui, Après, non, mais je pense que c'est un peu des deux, dans le sens où peut-être qu'il y avait une incompréhension générale des demandes de Lucien Favre, et donc lui, il s'y retrouvait pas, parce que même au début de saison, lorsque Lucien Favre était en poste, on pensait toujours que Rosario était sur le départ, parce que c'était pas un joueur qui apportait beaucoup, hein. Moi, je me souviens de son match catastrophique à Clermont, où plusieurs fois il s'arrête en course contre Marseille, où il oublie de défendre. C'est très compliqué. Alors, je pense que Didier Digard, ayant peut-être une vision du foot plus moderne, plus simple à comprendre, avec des outils qu'il utilise que peut-être n'utilisait pas Lucien Favre, eh bien, il a réussi à remettre tout le monde en selle. Et j'en veux pour preuve qu'un Pablo Rosario qui met des tampons, c'est un Pablo Rosario qui est bien dans ses bottes, parce que hier, même s'il prend un carton stupide, hein, de toute façon, je considère que le foot est un sport de contact, et dès que tu mets un coup d'épaule, si tu prends un carton, ça pose problème. Mais j'ai trouvé bien. Après, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, oui, Khéphren Thuram et Aaron Ramsey sont libérés lorsque Pablo Rosario fait un gros abattage défensif. Par contre, ça ne les empêche pas de revenir défendre lorsque cela est nécessaire. Ce tacle de Khéphren Thuram. Déjà, il y a ça. Oh là là. Et puis l'intervention dans la surface en tout début de match de Aaron Ramsey sans faire faute. J'ai fait de l'huile, mais j'étais très heureux de le voir impliqué, et j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Bertigno, hein, du coup, pour rebondir sur la paire Thuram-Ramsey, des joueurs qui ont été très critiqués cette saison, et encore moi le premier dans les dernières émissions sur Aaron Ramsey. Alors bien sûr, un volume de jeu, je trouve, en amélioration, hein, pour les deux, et hier soir vraiment Aaron Ramsey, on l'a vu partout sur le terrain, c'était très impressionnant. Peut-être encore un peu de mauvais choix dans les passes, hein, pour être tout à fait clinique. Bon, après il y a cette magnifique ouverture, hein, de Aaron Ramsey, où effectivement là-dessus tu vois la classe internationale du joueur. Pour toi, voilà, est-ce que c'est un épiphénomène, c'est un alignement des planètes d'un match? Ou est-ce que, voilà, pareil, les consignes, peut-être aussi Aaron Ramsey qui a connu, pour des raisons qu'on n'a pas à savoir, un automne et un hiver compliqué, qui se remet aussi un peu la tête dans l'OGC Nice et dans sa carrière, hein, Khéphren Thuram aussi qui a envie de redevenir un joueur de ballon. Comment déjà, voilà, t'interprètes leur match d'hier, qu'est-ce que tu imagines de leur fin de saison, et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur l'effectif de l'OGC Nice? Parce que
Dans ce milieu de terrain et dans ce profil-là, tu as quand même une énorme concurrence. Je veux dire, le tube du début d'année, c'était Ross Barkley qui n'est même pas rentré hier et qu'on peut très bien imaginer être titulaire au Vélodrome. Donc cette concurrence accrue au milieu de terrain, au final, c'est tout bénef pour l'OGC Nice. Oui, bah, totalement, et c'est normal, j'ai envie de dire, quand on est un club avec des ambitions, qui est de la concurrence, parce qu'il y a de la profondeur dans l'effectif. Et moi, là où j'ai trouvé le premier point positif, c'est que bah, depuis que Zigar est là, les entraînements ont changé, et physiquement, on sent que les joueurs sont quand même beaucoup mieux. Je me rappelle de Thuram et Ramsey qui, à partir de la 60e minute, étaient complètement cramés par le passé. Hier, Ramsey, il courait partout jusqu'au bout, Thuram aussi. Donc ça, c'est le premier point très positif. Et après, voilà, le changement d'entraîneur, comme ça rabat les cartes, ça pousse à la performance, on a envie de dire. Et Ramsey, d'ailleurs, sur les premiers matchs avec Digard, je le trouvais un petit peu trop discret, un petit peu effacé au milieu de terrain. Et vraiment, hier, j'ai aimé sa prestation parce qu'il était très disponible, plutôt juste techniquement, parce qu'il a fait quand même des bons choix et il a créé de nombreuses situations en phase offensive. Et pareil pour Kefren Turam qui, par ses courses, s'est démené pour ressortir les ballons, pour aller chercher une offensive. J'ai une image en tête à la fin du match où il vient dribbler 3-4 défenseurs adverses avant de se présenter face à Samba. Et voilà, ça, c'est des signaux très positifs parce que c'est des joueurs qui ont été en grande difficulté sur les 6 premiers mois et qui, là, bah, sont en train de monter en puissance. Et c'est tout bon pour le gym d'avoir des joueurs comme ça à ce niveau-là. Je voudrais juste qu'on reste encore quelques instants sur Aaron Ramsey. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve chez lui. Alors, c'est totalement subjectif et vous allez voir, c'est pour une raison en plus extrêmement conne. C'est qu'en fait, quand il rate quelque chose, pas de problème, ça arrive à tout le monde, mais il se tient la tête avec cette espèce d'immense sourire où que j'ai envie de le secouer en disant mais rigole pas, c'est pas grave en fait d'avoir raté ça. Donc voilà, hein, c'est vraiment. Et à contrario, On est à la limite du délit de sale gueule, mais je préférais le voir frapper la pelouse, tu vois, que d'avoir ce grand sourire-là, alors qu'en plus, je sais très bien en vous disant ça que aucun doute sur sa mentalité et son implication, puisque en fait, tu vois une activité énorme hier, donc tu sais qu'a priori, au moins hier soir, il était concerné par ce qu'il faisait. Mais je sais pas, c'est peut-être cette image-là qui me laisse une petite impression de me dire qu'il n'a pas autant envie de soulever des darons que certains autres joueurs, comme Jean-Claire Todibo par exemple, et peut-être ça qui me dérange. Mais bon, après, sportivement, il n'y a absolument rien à dire sur sa performance d'hier, donc je vais pas retenir ça à charge. Et pour un joueur dont on questionnait, notamment dans les médias italiens, son avenir à court terme sur sa carrière, là j'ai l'impression que pour un touriste, il est quand même vachement impliqué. et à contrario, je l'ai trouvé très râleur envers ses partenaires, mais dans le bon sens du terme. Le nombre de fois où il est absolument seul au milieu de terrain, les deux bras en l'air, en disant mais passez-moi la balle, et qu'on lui donne pas, ça le rendait fou. Après, plusieurs fois, il allait voir Gaëtan Laborde en lui disant fais ça comme appel, déplace-toi comme ça, parce que il voit le jeu autrement que ses partenaires. Et j'ai l'impression, c'est un peu dommage, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout à fait compris la meilleure manière pour jouer avec lui. Donc, je comprends ce que tu veux dire parce que je disais la même chose la semaine dernière lorsqu'on jouait contre Lille. Mais à côté de ça, je l'ai trouvé remuant même dans sa gestuelle, son langage corporel. Et j'aimerais bien qu'on arrive à le toucher plus facilement et à savoir jouer un peu mieux autour de lui. Aaron Ramsey d'ailleurs qui a une option pour rester un an de plus à l'OGC Nice. La question se pose, j'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus, mais bon, vu les nouvelles performances depuis l'année 2023, je pense que la question pourrait se poser dans les prochains mois quant à une prolongation de l'aventure d'Aaron Ramsey à Nice. Bertigno, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Ramsey, sinon je te passe directement la balle pour parler des avant-postes. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter sur Ramsey, non. Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer en tout cas sur cette fin de saison à se montrer comme il l'a été hier. Et voilà, ce sera très positif pour nous et j'en attends plus de lui dans ce sens-là.
Alors, je te propose de garder la main pour parler de Sofiane Diop, peut-être. Alors, sur le papier, comme je le disais, un 3-5-2 hein, dans l'infographie de présentation du 11. Très clairement, je pense pas qu'on puisse considérer que Sofiane Diop était associé devant à Gaëtan Laborde. À mon avis, c'était plutôt un rôle d'électron libre. Et Bertino, tu vas me le confirmer ou pas, mais on a vu un Sofiane Diop peut-être un peu plus libéré des contraintes d'un schéma tactique, du coup un peu plus disponible, un peu plus créateur, même si là encore on attend peut-être de le voir stater et d'être un peu plus décisif dans ses duels et dans ses 1 contre 1. Mais bon, il y a encore le temps d'ici la fin de saison. En tout cas, là encore, on a l'impression qu'on trouve une façon un peu plus fluide de jouer avec lui, plutôt que de le flanquer sur l'aile gauche à avaler la ligne. Ouais, très clairement, on l'a retrouvé, comme tu disais, en électron libre autour de la board. Plusieurs fois, on l'a vu coller la dernière ligne de défense adverse et puis ensuite décrocher pour offrir une solution entre les lignes dans l'axe. Et je trouvais ça intéressant sa position parce que ça lui donne de la liberté et avec sa qualité technique, il peut orienter le jeu et chercher d'autres espaces. Donc c'était très intéressant. Après, je pense, comme tu dis, que voilà, on n'est pas en train d'exploiter non plus à 100% ses qualités. Je pense qu'il en a encore un peu sous le capot parce que c'est un joueur qui est bourré de talent, mais qui se cherche encore, j'ai l'impression, qui est un petit peu en manque de confiance. Et voilà, j'espère qu'il va se montrer décisif par la passe ou le but et que ça va le déclencher quelque chose et que ça va lui permettre de se montrer beaucoup plus décisif dans le dernier geste. En tout cas, sa prestation d'hier, autant défensivement qu'avec le ballon, c'était du bon niveau. Travail dans l'ombre, mais travail très important pour l'équipe. Alric, Sofiane Diop, c'est un joueur un peu frustrant parce que, comme le dit Bertigno, on sent qu'il y en a quand même largement sous la semelle. Puis on le connaît en Ligue 1 hein, avec ce qu'il a fait à Monaco précédemment, mais il a pas peur dans les duels. Hein, il en perd beaucoup, mais je trouve qu'il se cache pas. Il a pas peur d'y aller. Il a un peu de mal encore dans la capacité d'élimination qui va peut-être faire office de déclic quand il faudra stater, une qualité de passe au-dessus de la moyenne, mais encore peu de passes vraiment clés ou décisives trouvées. Qu'est-ce qui lui manque pour toi? Est-ce que c'est un petit déficit physique parce qu'il a quand même manqué aussi 2 mois de compétition et du coup il a eu du mal à enchaîner les matchs, il doit peut-être un peu se réathlétiser? Est-ce que c'est un joueur qui est tellement utile et on va dire conditionné à ce que l'effectif et à ce que le collectif soit bien huilé, que le gym étant encore en rodage, il a du mal à trouver ses marques. Enfin, quels sont pour toi les leviers d'amélioration pour Sofiane Diop, pour qu'on ait enfin le grand joueur qu'on attend qui pourrait mener l'OGC Nice vers des sommets en fin de saison et dans les prochaines années? Alors, je me pose une question, mais c'est purement subjectif et personnel. Je me pose la question si depuis sa blessure face à Lyon, il n'est pas un tout petit peu en manque de confiance personnellement. Je m'explique. Je trouve que, comme tu le disais, moi, ce que je lui reproche pas mal, même s'il a fait un très bon match hier, c'est le fait qu'il ne gagne pas beaucoup de duels à la course, au dribble. Et je me dis, c'est tellement frustrant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans ses jambes, on sent qu'il a le feu, on sent qu'il peut faire des gestes, des gris-gris utiles en plus. Et pour le coup, sur le côté, il passe pas toujours dans l'axe au moment où il arrive à faire un espèce de décalage. Au moment où il faut faire la passe, hop, c'est raté, ou il y a un pied qui va gêner. Ça, je trouve ça très frustrant. Je trouve ça dommage aussi qu'il frappe pas au but. Je le trouve, il frappe pas beaucoup au but. C'est quelque chose qu'on voyait assez souvent à Monaco, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, régulièrement, il était en position de marquer. C'est beaucoup moins le cas à l'OGC Nice. Donc, je me pose la question s'il n'est pas un peu en manque de confiance personnelle. Après, si c'est ça, la véritable réponse, avec l'enchaînement des matchs et surtout avec les bonnes l'amélioration des résultats performances aussi, hein. de l'équipe, ça devrait aller en s'améliorant. Mais voilà, il y a des choses qui parfois me semblent, alors sur le papier simple, hein, et devant ma télé, sur mon canapé très simple, mais voilà, j'aimerais le voir faire un peu plus, tenter un peu plus, et arrêter de chercher toujours la passe de trop. Voilà, tenter des choses comme un meneur de jeu qu'il est en fait. Et peut-être que l'arrivée de Terem Moffi aussi lui proposera une nouvelle solution devant pour stater, en tout cas en termes de passes décisives. Mais bon, en tout cas, ça va mieux, hein, je trouve, pour Sofiane Diop, petit à petit, un peu comme l'intégralité des joueurs au final, qui s'est mis dans
dans le sens de la marche. C'est plaisant à regarder. On ne manque plus que que ce soit vraiment décisif. On termine, si vous le voulez bien, par Gaëtan Laborde, le buteur, un but peu académique, mais en même temps c'est Gaëtan Laborde. J'ai l'impression que décidément ce joueur ne fait vraiment rien comme les autres. Une activité hors norme, plusieurs occasions. Il marque peut-être pas la plus jolie, mais il y en a au moins une au fond. Ça fait du bien. 6e but, toute compétition confondue. C'est probablement un peu en retard sur les temps de passage qu'on espérait de lui. Mais à ce rythme-là, il est en passe de les rattraper assez rapidement. Ça fait plaisir pour un joueur qui, même quand il était dans la difficulté, n'a vraiment jamais triché. Sous le maillot de l'OGC Nice, c'est vraiment toujours mis une race et dans tous les sens du terme pour que ça fonctionne. Donc voilà, on est très content. Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, je suis très content qu'il soit récompensé en rapportant 6 points à l'OGC Nice sur ces deux dernières rencontres. Il y a la concurrence qui va s'installer avec Terem Moffi. Et là, je me tourne peut-être d'abord vers Bertigno, mais bien sûr, j'ai besoin de l'avis d'Alric après. C'est quoi l'avenir d'un Gaëtan Laborde qui, désormais, en plus de ça, est décisif et stats? Est-ce que pour lui, on le voit être associé dans ce nouveau 3-5-2 hybride à un Terem Moffi? Est-ce que, à la faveur de la blessure d'assez longue durée de Nicolas Pepe, il va trouver naturellement la place de titulaire sur le côté droit, un poste qu'il occupait dans un 4-3-3, notamment à Montpellier quand il était associé à Andy Delors? Voilà, comment est-ce que vous voyez les prochaines semaines de Gaëtan Laborde à l'OGC Nice? Justement, c'est une très bonne question et je me la pose aussi, mais c'est vrai que maintenant on a vu que Didier Digard il reste pas figé sur un 4-3-3, donc on peut très bien imaginer une attaque à 2 avec Laborde et Moffi, et ça aurait du sens parce que Laborde pourrait jouer en déviation pour Moffi en profondeur et ça aurait du sens. Mais voilà, Moffi, après dans une attaque à un seul attaquant, je pense que Moffi pourrait occuper un rôle axial et on pourrait retrouver Laborde côté gauche ou côté droit. Ça se pourrait aussi. Faut pas oublier que bientôt on va rentrer dans une période avec des matchs pas tous les 3 jours, mais il va y avoir la Coupe d'Europe qui va revenir, donc il va falloir aussi avoir du turnover à un moment donné. Donc voilà, je pense que de toute façon il aura du temps de jeu, Laborde, avec ce qu'il est en train de montrer, il monte en puissance lui aussi. Donc je pense pas que Digard va le mettre au placard pour faire jouer Moffi directement. Mais voilà, et en tout cas, après un début de saison compliqué, un manque de réussite, il se montre enfin au niveau et il arrive à claquer des buts importants et à faire gagner l'équipe. Donc c'est tout ce qu'on lui demande et moi j'espère que ça va continuer. Oui, pas mieux, hein, tout pareil que Martigno. Moi, je voudrais lui tirer mon chapeau à Gaëtan Laborde pour son investissement sur le terrain. Enfin, le nombre de duels, notamment aériens, qu'il peut disputer dans un match et surtout le nombre de duels qu'il va remporter, c'est tout bonnement impressionnant. Un but de renard des surfaces hier, comme il sait le faire, hein. Moi, c'est ce que je voulais pour lui, c'est qu'il arrive à marquer des buts d'attaquant. Alors, pas forcément le beau geste, même si j'aurais aimé que sa reprise de volée du gauche, là, sur l'ouverture subtile de Ramsey, elle rentre. Mais voilà, moi, je préfère le voir marquer des buts de raccro en renard des surfaces plutôt que de taper 800 fois les poteaux. Voilà, je me pose la même question que toi et Bertigno. Comment on va l'utiliser avec l'arrivée de Terem Moffi? Là, pour le coup, totale confiance en Didier Digard et son staff. Il trouvera forcément les bonnes solutions. Et surtout, même si c'est peut-être un petit peu de la communication, pour relancer un message à son entraîneur, Gaëtan Laborde a dit hier en conférence, en zone mixte, qu'ils étaient complémentaires. Alors, à voir. Je suis curieux pour le coup. Oui, un Gaëtan Laborde qui a eu l'habitude de toute façon d'être baladé un peu dans les postes de devant, d'être associé à Dot numéro 9. Donc bon, ça je me fais pas trop de soucis, lui, sur sa volonté de se mettre à disposition du collectif. Après, à Didier Digard et son staff, effectivement, de trouver la meilleure formule. Désormais, il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que le 4-3-3 à l'ancienne que Didier Digard avait notamment connu en tant que joueur à l'OGC Nice. Bon, alors si on fait exception de la saison de la 4e passe sous Claude Puel, c'était pas non plus la même qualité de jeu qu'il avait connu que ce qu'il propose aujourd'hui. Je suis d'ailleurs assez surpris, hein. On se fait des préconceptions sur les entraîneurs
quand on les a connus joueurs et notamment avec leur poste. Mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais un gym orchestré par Didier Diga et Julien Sablé, hein, pour les plus anciens d'entre nous qu'ils ont connus comme joueurs. Ces deux-là à la tête d'un gym, j'aurais bien imaginé un commando de boucher plutôt qu'un gym qui au final joue de façon assez séduisante au ballon. Mais tant mieux pour nous, hein, qu'on ait ce jeu, ce Digar Ball tout à fait séduisant. Comme d'habitude, messieurs, je vous propose de conclure cette émission sur un dossier que vous aimeriez ouvrir, dont on n'aurait pas parlé. Alors, Alric, il y a bien un joueur que je n'ai pas cité, dont je t'ai laissé. Je te fais un petit clin d'œil. Il y a une passe décisive très très appuyée. De quel joueur veux-tu parler aujourd'hui qui a éventuellement brillé face à Lens? De Melvin Barr. Non. Tu peux, mais reste sur Melvin Barr maintenant, tu es obligé. Non, évidemment. Non, moi je veux souligner une chose. Alors, bien sûr, ça passe par lui, par Kasper Schmeichel, mais je voudrais d'abord souligner un chiffre, c'est que c'est le 3e clean sheet consécutif. C'est important parce que, à part le but de Savanier qui sortait de nulle part. Aucun but pris dans le jeu, du coup. Voilà, aucun but pris dans le jeu. Un gym ultra solide, même quand il plie, il y a jamais de rupture. Symbolisé par, on l'a toujours dit, une défense centrale incroyable, mais de plus en plus, un gardien qui, alors contrairement à ce que j'ai pu lire, hein, mais un gardien que je trouve de plus en plus rassurant, même si il joue toujours à faire l'oiseau, à tendre les bras, on a l'impression qu'il va s'envoler. Mais vous qui écoutez le podcast ou nous qui sommes en train de l'enregistrer, je vous invite à tendre les bras en hommage à la performance de Kasper tendez les bras et dites-nous ça passe, t'inquiète, pas de souci. Mais non, il doit maîtriser le ballon avec la télékinésie parce que il est impressionnant quand il fait ça. Moi, il m'agace quand il écarte les bras comme ça. Mais après, je veux saluer sa sortie dans les pieds de l'attaquant lensois. Alors, je me souviens plus, je crois que c'est Saïd. Sa sortie dans les pieds où il bouge complètement son angle, où il ne laisse aucune possibilité. Je me suis dit, il va faire n'importe quoi, il va se tromper, il va prendre un but, il va avoir penalty. En fait, non, pas du tout. Je trouve de plus en plus rassurant. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Il enchaîne les clean sheets. Ça me fait jubiler, hein, je m'en cache pas. Donc c'est bien. Je suis content pour lui. On est content, on a un peu sué des fesses sur la frappe, sur la barre de Seko Fofana et également juste après l'arrêt, en tout cas l'accompagnement de Wassé Saïd dont tu parles, le ballon relâché quand même nous a un peu fait friser, mais bon écoute, voilà, effectivement, encore un clean sheet, un but pris en 4 matchs et encore une fois sur un coup de pied arrêté. L'OGC Nice qui était déjà une très bonne défense de Ligue 1, c'était à peu près sa seule qualité sur la phase aller, reste 4e défense mais d'autant plus imperméable. Bertigno, un dossier à ouvrir, que ce soit un joueur ou autre chose, hein, d'ailleurs. Forcément, Alric, je lui laisse toujours Kasper Schmeichel, mais s'il y a autre chose à évoquer. Non, mais moi, c'est simplement le jeu. La façon dont on joue, c'est très plaisant. Je ne m'attendais pas à autant de changements si rapidement. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est très, très positif. De voir des joueurs qui étaient un petit peu la tête basse et qui là reviennent en pleine forme, de voir autant de qualité dans les sorties de balles. On a des séquences de jeu très intéressantes et voilà, c'est cette volonté tout le temps d'aller de l'avant, même quand on défend, de presser le porteur, de se projeter. C'est ce qu'on n'a pas vu au gym depuis un bon moment, et moi je suis très heureux de ça et j'espère qu'on va savoir concrétiser tout ça face à l'OM. Ça s'annonce encore être un énorme match, mais je pense qu'on a les qualités pour les embêter et les faire douter. Avant de parler de Marseille, je vais ouvrir mon dossier personnel et je dis pas ça parce que c'est le chouchou de ma femme. C'est l'entrée de Mattia Vitti, un peu contraint par la blessure de Jean-Claire Todibo, mais on a revu Mattia pour qui la question se posait d'un départ au mercato. On sait qu'il avait été sollicité ou que son agent avait sollicité plusieurs clubs italiens pour un prêt ou pour un départ. L'OGC Nice, inflexible, voulait rembourser son transfert ou ne pas entendre parler d'un départ. On l'a vu rentrer et en fait Mattia Vitti, c'est vraiment tout le paradoxe d'un joueur qui n'a jamais fait un mauvais match sous les couleurs de l'OGC Nice, mais qu'on a très peu vu. Et aujourd'hui, même si la défense à 3 redevient une option comme on l'a vu hier, vu la performance de Youssouf, en fait, on se dit ce jeune garçon qui a plein de potentiel, très clairement, suffit d'avoir vu sa dizaine d'apparitions à Nice pour le constater, qui n'a jamais fait un mauvais match, même quand il était aligné et que le OGC Nice prenait une déculottée. Je pense notamment à la rencontre à domicile face à Marseille où on prend 3-0. Il n'avait absolument pas été fautif sur les 3 buts.
moi ça me laisse perplexe de dire quelle est la place de ce garçon dans le projet, pendant que Dante, qui est probablement son principal concurrent puisque axe gauche, lui dit que ce soit à Nice ou ailleurs, il compte bien jouer jusqu'à 40 ans, donc ça veut dire que Dante risque d'être encore là la saison prochaine. Est-ce qu'en fait au final Mattia Vitti est pas condamné soit à des bouts de match comme ça quand il y a une des rares blessures dans ce secteur-là, ou à partir, alors qu'il a toujours honoré le maillot rouge et noir de façon très, très plaisante. Moi, je vous avoue que j'aimerais pas être à la place de Florent Ghisolfi pour le coup, parce que c'est un dossier dont je ne saurais pas quoi faire. Et surtout que hier, il a fait une bonne entrée, mais il aurait pu nous coûter très cher sur une perte de balle en plein axe du terrain. Alors j'espère que ça lui fera pas perdre de points et de crédit auprès de Didier Digard. Après, je reste persuadé qu'il aura sa chance de jouer, parce que quand tu vas réattaquer la Coupe d'Europe, si par chance tu arrives à faire une aventure, il faudra bien à un moment donné faire un peu tourner en championnat. Surtout si tu t'aperçois qu'en fait tu n'as plus rien à craindre parce que ton effectif est soudé comme il faut et prêt à frapper tout le monde. Moi, je ne fais pas trop de soucis pour lui. Par contre, il est clair que si Youssouf s'impose définitivement au milieu et en défense centrale, là par contre, oui, ça va être compliqué. Et j'aimerais juste un dernier mot. Saluer l'attitude de Didier Digard, qui à la fin du match, il aurait pu exploser de joie parce que le résultat était très important, et d'une sobriété. Quel charisme. Et d'un calme absolu. Je me suis dit, le mec, il vient de faire un truc incroyable quand même depuis qu'il est arrivé. En fait, il est d'un calme. Et en fait, ça me fait revenir sur une chose, c'est que quand il a été nommé, on se disait oui, mais avec ses résultats avec la réserve, c'était pas bien. Ouais, ça veut juste dire un truc, c'est qu'entraîner des jeunes et donner un discours à des jeunes, c'est toujours très différent que lorsque tu es face à des joueurs pro expérimentés. Et pour ça, bravo Monsieur Digard. Ouais, et puis ça dépend de la qualité des jeunes que tu as, ce qui, vu le peu de jeunes qui montent en équipe pro, est peut-être aussi le principal problème, mais ça, je laisse à nos suiveurs des jeunes sur Twitter le soin d'en parler bien mieux que moi, en connaissance de cause. Bertigno, écoute, ton avis sur Mattia Vitti, si tu en as un, et après on te laisse le mot de la fin sur Didier Digard ou sur autre chose. Non, sur Mattia Vitti, oui, il fait des entrées, ou des matchs par le passé qui étaient plutôt bons, et globalement, il se montre bon dans ses interventions, mais je pense qu'il doit gagner encore en maturité, il doit progresser tactiquement dans son placement, dans l'anticipation, et dans ses interventions être un peu plus tranchant. Quand tu le compares à Todibo, Dante et Youssouf, tu as quand même l'impression qu'il défend bien, mais il est un petit peu en retrait, il est un peu timide, un peu discret, et je pense qu'il doit progresser là-dessus. Maintenant, Dante a dit que la saison prochaine, il jouerait toujours. Ça veut dire qu'il sera toujours professionnel dans un effectif. Ça veut pas dire qu'il sera titulaire forcément. Donc moi, personnellement, j'imagine une concurrence saine entre les deux la saison prochaine, et qu'il puisse progressivement prendre sa place. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas, parce que je pense qu'il a des qualités, mais qu'il a encore quand même beaucoup à apprendre pour se montrer au niveau de ceux qui sont actuellement titulaires. Et pour revenir à Digard... personnellement, je suis pas surpris dans le sens où le travail avec une équipe réserve est extrêmement différent du travail avec une équipe pro et une équipe de Ligue 1. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Lui, il avait pour objectif de développer certaines caractéristiques chez les jeunes, notamment sur l'aspect mental, sur l'aspect tactique et technique. Et on n'est pas dans la recherche du résultat en équipe réserve, on est plus dans le développement vraiment des jeunes et de leurs aptitudes. Et là, aujourd'hui, avec une équipe de Ligue 1, c'est totalement différent. On recherche le résultat, on recherche la performance. Et là-dessus, en fait, c'était impossible de juger la qualité d'un entraîneur qui a fait une réserve simplement. Donc voilà, je ne m'attendais pas à grand-chose de sa part, mais... Tu ne le condamnais pas par avance pour ses résultats avec la N3. Donc, voilà, exactement. Ça, pour moi, ça voulait rien dire. Et en fait, il fallait tout simplement voir ce qu'il allait apporter de lui-même. Peut-être le nouveau Bruno Genesio, du coup. La comparaison complètement claquée, mais qui n'avait pas eu beaucoup plus de succès avec des équipes de division inférieure avant de performer au haut niveau en Ligue des Champions. Ça, je m'en remettrai toujours pas. Bref, ne parlons pas de Bruno Genesio, même si c'est un ancien niçois, c'est quand même un peu lié à la thématique de notre émission, avec un magnifique maillot Bobcat. Je crois que c'était la même saison. Concluons peut-être sur le match de dimanche, messieurs. Alors, vous l'avez dit un peu en fil rouge pendant toute cette
pendant toute cette émission. Très clairement, l'OGC Nice qui sort de 4 matchs de très bon niveau, notamment les 3 derniers. Le match nul face à Reims, qui on a encore vu ce mercredi, a explosé Lorient. Du coup, Ça fait plaisir. Voilà, en continuant, ça fait plaisir, c'est pour nous. Merci Loïc Ferry. En continuant sa série d'invincibilité, Lille, pour qui on avait mis fin à cette même série d'invincibilité, Lens, vous l'avez dit, 10 victoires en 10 matchs à Bollaert cette saison, et ben ça s'arrête aussi avec Nice. En fait, l'OGC Nice non seulement a fait des belles performances, même s'il y a à redire, et c'est le but notamment de nos émissions, mais en plus a fait des belles performances face à des équipes qui étaient dans une dynamique extrêmement positive. Donc du coup, en fait, on peut rêver à tout pour ce match au Vélodrome, même si Marseille est probablement l'équipe la plus en forme en Ligue 1 en ce moment. C'est encore la marche peut-être au-dessus, en plus du contexte du derby. En quelques mots, comment est-ce que vous voyez ce match dimanche ? Est-ce que l'OGC Nice est en capacité d'aller chercher un résultat ? J'avais dit 4 points sur les 2 matchs Lens et Marseille. Je maintiens ça. On n'est pas à l'abri qu'on sorte un match de dingue et qu'on aille chercher encore 3 points. J'en suis moins... Enfin, j'en étais pas très convaincu. Puis après, je me suis dit à Lens, ça va être encore plus difficile. Donc, j'avais espéré un résultat à Marseille. Aujourd'hui, je reste sur mon truc en disant on perdra pas. J'en suis pas certain à 100%, mais je me dis qu'avec ce qu'on a fait à Lens hier et ce qu'on fait depuis 4 matchs, il y a quand même de bons motifs d'espoir. Après, attention, parce que Marseille, c'est quand même très, très fort. Ouais, de mon côté, pareil. Déjà, en fait, sur les 3 matchs contre Lille, Lens et l'OM, honnêtement, si on avait obtenu 4 points, j'aurais trouvé ça normal, on va dire. Là, on en est déjà à 6, donc pour moi, c'est un petit peu un match bonus, c'est un match gala où c'est un derby où voilà, tu peux y aller sans pression parce que sur cette série-là, on va dire que le travail a été accompli. Ouais, mais quitte à perdre des 3 matchs, c'est pas celui au Vélodrome que tu as envie de perdre. Non, c'est sûr, mais voilà, maintenant tu peux l'aborder un peu plus sereinement que si tu sortais de 2 défaites, donc c'est positif. Là, on se rapproche des places européennes, comme vous l'aviez dit, on revient à 4 points de Lorient et Lille, donc on aurait une bonne idée de faire un résultat au Vélodrome. Maintenant, ça va être très difficile parce que Marseille est en grande forme, parce que Marseille a des joueurs de qualité et un très bon coach aussi. Donc à voir, ça va être l'étape supérieure, à voir si on sait se montrer au niveau, si voilà, on se permet de rêver et de vraiment faire quelque chose de grand en deuxième partie de saison, mais ce sera pas facile, donc j'ai hâte de voir ça et je pense qu'on va se régaler. En un mot, si résultat au Vélodrome, c'est-à-dire si nul ou victoire, l'OGC Nice pourra légitimement rêver à nouveau à une qualification européenne. T'as plus rien à craindre. T'as plus rien à craindre si tu sors invaincu de cette série-là. T'as plus rien à craindre, c'est-à-dire que ton effectif, il est remis en marche. Alors, comme l'a dit Digard, et ça, c'est une phrase que je retiens et qui est très importante, c'est on va perdre des matchs, mais on n'aura pas peur de tenter des choses. À partir de là, les mecs, ils vont jouer libérés, c'est sûr. C'était un mot très long, mais je résume ça en oui, Alric, ça te va? Bertigno? Ouais, moi exactement pareil. On n'a rien à perdre dans cette fin de saison, donc si on sort d'un bon résultat, derrière, on a tout à gagner et je pense qu'on a l'effectif pour aller chercher quelque chose. Alors peut-être, mais on verra ça lundi dans la prochaine émission d'Avantinissa. On reviendra sur cette rencontre face à Marseille. On espère que vous passerez un bon week-end et surtout un bon dimanche soir. Je pense qu'on a quand même bouffé de la vache enragée ces derniers mois, voire ces dernières années. L'année 2022 a été particulièrement douloureuse. Espérons que ce début d'année 2023, qui commence pour l'instant sous les meilleurs auspices pour le GC Nice, se poursuit encore un peu. Ce derby, la Coupe d'Europe qui va revenir, tout ça. Ça fait du bien enfin de revivre un peu paisiblement notre passion pour l'OGC Nice, pourvu vraiment que ça continue encore plusieurs semaines et que ça nous emmène jusqu'à un printemps de folie, on l'espère. Alric Bertigno, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. C'est toujours un plaisir de parler de l'OGC Nice avec vous et toujours un plaisir d'enregistrer cette émission, de recevoir vos messages des auditeurs, les commentaires qu'on peut avoir sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, tout ça. Vraiment, c'est grâce à vous, grâce à vos encouragements, grâce à vos messages, votre fidélité qu'on continue à faire ça. On vous remercie peut-être pas assez souvent, on essaye, mais vraiment c'est sincère. Continuez comme ça et nous on se chargera de faire au mieux aussi de notre côté. Écoutez, bonne fin de semaine à tous. On a tous très très hâte d'être dimanche et ça c'est peut-être déjà une première victoire aussi. À bientôt et Issa Nissa. Issa Nissa. Nissa Nissa.